Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval. Émission qui met de l'avant les jeunes sportifs lavallois et qui aborde le sport différemment. Cette semaine, on rencontre Laurie Saint-Georges, membre du club de curling Laval-sur-le-Lac et capitaine de l'équipe Laurie Saint-Georges Rockstar. Fière de sa tradition familiale dans ce sport, Laurie et son équipe ira nous représenter au championnat junior à Stratton, en Ontario. D'ici quelques jours, la compétition se mettra en branle. Avec Laurie, on aborde les exigences de la progression vers le succès, les efforts de concentration, de focus et de précision, les défis de partager un sport en famille. J'ai bien hâte d'entendre mes experts sur ces mêmes sujets avec leurs perspectives et leurs opinions. Et bien sûr, on vous garde à l'affût des plus récents résultats sportifs avec notre bloc de nouvelles sportives. C'est notre programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. Alors aujourd'hui, on se retrouve au club de curling Laval-sur-le-Lac avec Laurie Saint-Georges, membre de l'équipe Laurie Saint-Georges Rockstar. Bonjour Laurie, ça va bien? Allô, oui, toi? Très bien, merci. Donc, tu participes et tu pratiques le sport depuis combien de temps? Dans le fond, là, je suis dans ma 8e année de curling. Dans le fond, avant, j'avais commencé quand j'étais plus petite. J'avais arrêté un petit peu, puis j'ai recommencé à mes premiers Jeux du Québec. Donc, tu as fait tes premiers Jeux du Québec. Tu avais quel âge? J'avais 12 ans. Et donc là, tu as fait 2 participations aux Jeux du Québec, j'imagine? Non, j'en ai fait 3. OK. Oui, j'en ai fait 3. On est arrivé malheureusement dernière la première année. La deuxième année, on est arrivé avant-dernière. Puis la troisième année de mes Jeux du Québec, là, on a gagné les Jeux du Québec. Parfait. Donc, par cette progression-là, qu'est-ce qui t'a amené initialement à pratiquer un sport qui est quand même pas très populaire ou du méconnu au niveau de la région du Québec? Dans le fond... moi, c'est sûr que j'ai été initiée au sport par mes parents. Mes parents jouaient compétitif justement quand ils étaient plus jeunes, puis ils étaient justement sur le circuit provincial. Moi, justement, je suis née dans un club de curling, on peut dire ça comme ça, là, parce que depuis que je suis toute petite, je dormais sur les bancs ici dans le club, puis je regardais mes parents jouer. Fait que c'est sûr que mes parents m'ont vraiment initiée. Donc, ça t'a amené vraiment à comprendre, connaître, puis à partager ce milieu-là avec tes parents. Je sais aussi, je pense qu'il y a une particularité dans l'équipe. Vous êtes combien? Dans le fond, maintenant, on est 4 dans l'équipe. Ouais. Puis il y a ma sœur aussi qui joue avec moi. Puis justement, mon père, c'est mon coach. Donc, on est 3 dans la famille à faire partie de l'équipe. Ma mère nous supporte beaucoup. Donc, c'est sûr, toute la famille est impliquée là-dedans. Donc, c'est vraiment comme une passion de famille qui s'est passée des parents aux enfants. Oui, c'est exactement ça. Comment on commence avec une mauvaise expérience, peut-être au niveau des Jeux du Québec quand on termine dernière, puis comment on passe par-dessus ça pour dire, bien, on va revenir, on va réessayer, on reste quand même dans ce sport-là? Mais dans le fond, c'est sûr que les premiers Jeux du Québec, on s'attend pas toujours à justement gagner la médaille d'or. On s'en va plus là pour l'expérience, puis pour prendre le goût justement au sport, puis prendre le goût aux Jeux du Québec parce que c'est une expérience inoubliable. Mais sinon, tu sais, persévérer tout le temps, c'est super important. Nous, on a pris des mesures comme embarquer sur le circuit provincial pour nous donner d'expérience de compétition, pour voir un peu c'était quoi justement la force à aller chercher pour gagner les Jeux du Québec. Puis c'est sûr qu'il ne faut pas abandonner. Puis c'est tellement plaisant faire les Jeux du Québec que même si tu ne gagnes pas, tu vas y retourner juste pour l'expérience. OK, donc à ton 3e participation aux Jeux du Québec, j'imagine seulement avec les efforts, le travail. Dis-moi donc quel était le résultat final? Mais dans le fond, justement, on a gagné la médaille d'or aux Jeux du Québec. Puis en 2013 au Saguenay. Ça a été vraiment une année justement vraiment très intense. On se préparait vraiment beaucoup mentalement, physiquement pour ça. Ça n'a pas été facile rendu là non plus. Justement, il y a tout le temps, par exemple, des lacunes un petit peu dans le système des Jeux du Québec. Fait qu'on avait le stress de ça aussi. Puis on a rencontré l'équipe justement en série éliminatoire. On l'a rencontré en finale, puis aussi dans notre pool au début. Puis on a perdu la première partie contre eux. Fait que ça nous a un petit peu déstabilisés justement face à ça. Mais on est revenu en finale en force, puis on a gagné ça.
Donc, on peut voir, Maryse, un peu comme la progression ou l'engagement que ça a demandé à Laurie de voir est-ce que d'une première participation aux Jeux du Québec où elle termine dernière à une troisième participation où elle va chercher sa médaille d'or. Donc, il y a quand même un engagement complet, total, une persistance, une résilience dans la progression. Souvent, on pense que, justement, on voit la médaille d'or, mais on n'est pas nécessairement conscient de tout le travail que ça a. J'imagine qu'au niveau de la préparation physique, que ce soit pour des gains en masse musculaire ou des gains en implosion, explosion, ça va être important de travailler de cette façon-là. Bien, oui, tout à fait. En fait, c'est difficilement compris, mais la constance est vraiment, vraiment importante en préparation physique parce que c'est pas magique. Ça prend vraiment du temps. Puis c'est de répéter les routines, répéter les séquences d'exercice qui va amener finalement le résultat. Puis souvent, ça se passe pas à la vitesse qu'on espère. Ça se passe pas tout à comme on espère non plus. Donc, c'est important d'avoir en soi, comme athlète, cet aspect-là de résilience puis d'être capable de dire « Oh, ouais, OK, là, je doute un peu, mais non, il faut que je continue, je suive le plan. Ça va finir par fonctionner et donner le résultat que je veux. » Puis c'est vraiment tout un défi. Oui, c'est ça. Souvent, on part avec l'idée que le succès, c'est comme s'il y avait une recette magique ou si ça se passait de façon instantanée. Mais tu parles, c'est répétitif, hein, juste au niveau de la préparation physique, mais de façon générale, au niveau du succès, il y a cet élément de répétition, d'engagement, de commitment qu'on peut dire en anglais. Donc, j'imagine que c'est la même chose au niveau nutritionnel. Pour avant de voir changer nos habitudes, puis de voir les résultats sur nos performances, ça doit être quelque chose qui va être intéressant aussi. Si on avait beaucoup de déficits, ça va être rapide, mais comme pour le cas de notre jeune, c'est à long terme. Fait que oui, par rapport à l'augmentation de la masse musculaire, l'augmentation des performances, bien, ça peut se faire sur des années comme des mois, dépendant comment il a réagi. Puis aussi la croissance, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, mais durant ces périodes, elle a eu la croissance, donc le changement de son corps. Puis changement physique, hormonal. Donc l'alimentation qui va changer, j'ai plus de rage de faim, qu'est-ce que je dois faire, c'est-tu normal? Donc, c'est tout ça aussi qu'il faut travailler avec l'athlète, donc le suivre à ce niveau-là, puis le réconforter dans ces changements-là, puis dire oui, c'est normal, puis c'est ça que tu as à modifier, puis l'accompagner là-dedans. Okay. Puis Thierry, la recette magique du succès en réhabilitation, est-ce qu'on la trouve? Est-ce qu'elle existe aussi de ton côté? Il n'y a pas une recette magique, malheureusement. Sinon, elle serait appliquée tous les jours si on veut. À ce moment-là, c'est de trouver c'est quoi qu'on a besoin pour cet athlète-là, c'est quoi ses objectifs. Là, on parle d'un athlète qui est parti d'un peu dans le classement, qui a monté jusqu'au top. Souvent, c'est de comprendre un peu comment fonctionne cet athlète-là. Souvent, ils vont se dire, bien, je veux atteindre les plus hauts niveaux, c'est pas vrai que je suis blessé, il faut que je me donne encore plus, j'ai mal, mais je vais aller plus loin. À ce moment-là, c'est de faire comprendre que des fois, pour atteindre le succès, il faut prendre des petites pauses, il faut y aller par cycle aussi. Des fois, il faut modérer un peu. Quand vient le temps de reprendre, là, on peut se donner un peu plus, dépasser nos limites. Faut gérer un peu le oui, c'est ça. Le succès à n'importe quel prix, hein. Quelque part, j'ai pas mal, je vais passer par-dessus, je me laisserai pas atteindre par cette blessure-là. Il y a à conscientiser ou à éduquer. On parlait dans d'autres émissions de faire une éducation, une responsabilisation. J'imagine que c'est important aussi dans cette perspective-là, dans ce cheminement-là pour l'athlète. Effectivement, c'est très, très important de responsabiliser parce que c'est son succès, mais c'est ses blessures, c'est son entraînement, c'est sa nutrition. On est là pour l'aider, lui donner les outils. C'est des outils qu'on lui donne. On ne fait pas la job pour lui, si on veut. Il faut l'aider, l'accompagner vers... Donc, c'est vraiment, en quelque sorte, puis on le mentionnait dès le départ, au niveau de la préparation physique, le gain est à long terme. Le succès est un processus à long terme. Ça, je pense que c'est difficile de façon globale, générale, de le conscientiser, de l'intégrer. Mais je pense que c'est un petit peu plus difficile pour nos athlètes parce que s'ils sont jeunes, on voit les champions de Coupe Stanley, on voit les championnats gagnés, c'est ce qu'on voit beaucoup. Donc, on se dit, je vais à ma première participation, à ma première finale, à mon premier match, je m'en vais chercher ça. Donc, il y a comme un choc à accepter ou à prendre. Puis je pense que ça permet aussi, en quelque sorte, de valider l'engagement ou à quel point on veut aller chercher ce succès-là parce qu'il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment se dire, OK, c'est d'y aller étape par étape, c'est d'y aller voir qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, puis comment je peux progresser là-dedans pour me dire, éventuellement, j'y arriverai, puis j'atteindrai ce résultat, ce succès-là. C'est ça qui est important de réaliser.
Alors, Laurie, tu parles justement du stress de performer, que ce soit à un niveau au Jeux du Québec ou provincial. Quels sont peut-être les aspects qui peuvent être méconnus du grand public au niveau du sport? Le curling, pour l'avoir pratiqué ou avoir initié à quelques fois, lancer une pierre, ça a l'air simple à la télé, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Peux-tu m'expliquer un peu comme les éléments qu'on peut méconnaître? Mais dans le fond, c'est beaucoup technique. On s'en rend pas souvent compte, mais c'est difficile sur le physique, aussi sur le mental. Nous, dans le fond, justement, une partie, ça dure entre 2 heures, 2 heures et demie. C'est quand même très long, puis c'est exigeant, surtout pour les balayeurs. Ça prend de la précision, ça prend aussi de la force, ça prend une force mentale aussi. Le monde ignore un peu, c'est pas toujours facile, justement, de jouer. Tu sais, ça a l'air facile parce que, justement, les professionnels, ils rendent ça facile quand on les regarde. Mais finalement, c'est tout le temps de la précision, beaucoup de technique. Ça prend de la pratique, comme tous les sports, là. Beaucoup de concentration aussi, j'imagine. Il y a aussi un élément qui est la glace, qui doit être différent d'un endroit à un autre, d'une glace à une autre. Je vois ici qu'on a 3 glaces. J'imagine aussi d'une glace, d'une track à une autre, ça peut être différent. Oui, c'est ça aussi. Quand on est capitaine, dans le fond, il faut surtout gérer la glace aussi, là, parce que c'est pas toujours évident de justement savoir à quel point ça courbe ou ça courbe pas. Les glaces, justement, sont différentes. Ça peut changer à cause de la température, ça peut changer à cause des sortes de pebbles qu'on met justement sur la glace. Les pierres aussi, ça dépend. Nous, ici, justement, à la Val-sur-Lac, on est super chanceux, on a des super belles glaces. Mais c'est ça, comme dealer, si je peux me permettre, avec des glaces, c'est pas toujours facile, puis c'est compliqué, mais au moins le brossage, ça peut changer quelque chose quand on lance une pierre. Tu me parles d'un match qui dure 2 heures, 2h30. Dans un week-end de compétition, on joue combien de matchs ou on peut passer combien de rondes pour gagner une compétition? Bien, dans le fond, justement, une partie, c'est 8 bouts en général, sauf dans les nationales. Justement, là, ça va être des 10 bouts nationales. Mais dans des compétitions provinciales, c'est des 8. Des 8, justement, ça dure entre 2 heures, 2 heures et demie. Puis dans une fin de semaine, ça dépend combien il y a d'équipes, mais en général, moi, je vous dirais qu'on peut passer de peut-être 6 à 7, peut-être 5, là, mais ça m'étonnerait plus comme 6 parties si on se rend jusqu'en finale. Donc, c'est quand même des week-ends qui sont chargés, justement, puis qui peut avoir, comme tu dis, un taxage physique et mental à gérer cette pression-là, cette concentration-là, cette précision-là. Oui, c'est exactement ça. Dans le fond, tu sais, c'est long, c'est épuisant. C'est aussi mental que physique, là. À la fin de la fin de semaine, là, tu sens que tu veux juste penser à autre chose. Puis quand tu arrives en finale, il faut que tu puises au fond de toi toute l'énergie qui te reste. C'est un sport d'équipe quand même qui nous permet d'avoir un peu de support, de soutien des autres partenaires, j'imagine aussi. Bien, c'est sûr qu'au curling, il y a beaucoup de communication. S'il n'y a pas de communication, tu pourras jamais gagner. Après la technique, selon moi, c'est la base de tout, la communication dans ce sport-là. Puis c'est le fun aussi d'avoir justement l'aide de tes coéquipières quand tu as besoin de soutien moral, quand tu as besoin de soutien ou tu as besoin d'aide justement pour prendre certaines décisions. Bien, tes joueurs sont là pour t'aider. Puis tu peux avoir justement des temps de réflexion avec eux. Fait que ça l'aide beaucoup justement. Donc, Anne-Marie, on réalise quand même certains aspects méconnus au niveau du sport qu'est le curling. Il y a une exigence, il y a un effort physique. On parle avec Laurie justement des exigences de voir un match qui dure 2h30, une compétition qui peut impliquer 5, 6, 7 matchs pour arriver à la finale. J'imagine que ça a une importance. L'aspect nutritionnel va avoir une importance très oui, surtout au niveau de la concentration, comme on a déjà mentionné. Donc, la concentration, si on n'aime pas manger les bons aliments, on va la perdre. Puis en curling, si on n'est pas concentré, ça peut briser le rythme, le momentum aussi de notre sport. Donc, par exemple, on va parler avec l'athlète, donc ça va être important de se nourrir à peu près aux 15 et 30 minutes pour être sûr d'avoir un pic de glycémie au maximum qu'on veut, constant. Donc là, on va parler au niveau des glucides, des collations, mais aussi de l'hydratation, parce que là, on parle d'un milieu froid. Fait que souvent, les athlètes disent oh, « c'est pas grave, je suis pas », mais oui, on a besoin de s'hydrater pareil. On parle de 2h30, puis c'est des efforts intenses, mais de courte durée. Donc, on va essayer de voir avec l'athlète, c'est quoi l'hydratation qui serait meilleure pour toi. Est-ce que c'est des boissons chaudes? Parce qu'on peut penser le thé, ça pourrait être intéressant, ou des boissons froides. Donc, c'est aussi l'aspect. Puis l'hydratation a un facteur sur la concentration.
Donc, si notre athlète est déshydratée après 3e période de tournoi qu'elle fait, mais ça aussi, ça peut avoir un effet sur sa performance. Oui, exactement. Donc, au fur et à mesure qu'on va jouer des matchs, au fur et à mesure que les bouts vont être joués, mais oui, c'est important de pouvoir justement bien s'hydrater, de bien se nourrir pour qu'on garde notre niveau d'énergie. Puis la concentration est tellement importante. Le focus, le jeu de curling, c'est tellement un jeu de précision. J'imagine que justement, ça va avoir un impact au niveau des performances. Puis ça peut avoir un impact juste, si on parle de son sport, c'est au niveau même de la précision d'envoyer la pierre à bon endroit, parce que si elle manque de force parce qu'elle est déshydratée, elle a manqué ses éléments, mais on va le voir à ce niveau-là. Donc, c'est la performance qui va avoir un impact. Donc, d'où l'importance de pratiquer en entraînement aussi. Donc, de se trouver notre propre recette au niveau de l'entraînement à gérer ces éléments-là. Maryse, au niveau de l'effort physique, c'est un effort où on a, j'ai l'impression en anglais, un burst, c'est intense à courte période. J'imagine qu'au niveau de la préparation physique, il y a des éléments importants à considérer pour pouvoir permettre de durer 12 heures, 15 heures dans un tournoi. Bien, en fait, on va vouloir s'assurer que la condition physique est plus grande que ce que l'athlète a besoin. Okay. Parce qu'on veut que l'athlète, puisqu'il y a des besoins de concentration puis de focus qui sont très grands, on ne veut pas que l'athlète se dise « Ah, moi, je suis plus capable, je suis fatigué, je suis brûlé ». Là, à ce moment-là, on vient de manquer notre concentration complètement. Donc, on va vouloir les entraîner à être endurants le plus possible. Puis ensuite, on va aller travailler au spécifique de la puissance du brossage, par exemple. Donc, c'est vraiment la stratégie qu'on va employer pour permettre de se concentrer sur les choses importantes et non pas sur... Donc, d'avoir une charge, d'avoir des recharges en quelque sorte, de ne pas être au bout de nos limites physiques puis de notre énergie physique pour que justement cette fatigue-là qui peut être qui va avoir un aspect mental important. Hein? La fatigue, nécessairement, dès que je me sens fatigué, je perds en performance ou je perds en intensité. Donc, nécessairement, on ne veut pas venir aller chercher dans ces réserves-là. Là, je comprends, c'est très intéressant. Puis j'imagine au niveau des blessures, j'imagine peut-être les biceps, les épaules, à avoir les mouvements qui sont intensifs. Puis pour avoir fait quelques lancers, même l'arrière-cuisse, moi, j'ai été... Ouais, ça a bien exactement. C'est sûr que c'est des sports qui, c'est sur longtemps, si on veut. C'est des 2h30, mais plusieurs fois durant les 2-3 jours que la compétition va durer. Le défi à ce moment-là, c'est bon, je peux faire un bout, ça va bien, j'ai pas de douleur. Après 2-3, les douleurs commencent à s'installer. Mais j'en ai pas juste 3 dans ma journée à faire. Puis à ce moment-là, c'est de voir avec l'athlète, est-ce qu'on peut changer la position, est-ce qu'on peut adapter, est-ce qu'il y a des possibilités entre les matchs, si on veut, de faire certaines choses, des exercices, repos, rester actif. C'est de voir c'est quoi la problématique, puis de conseiller, d'aider l'athlète à faire les bonnes choses durant la partie, entre les parties, pour éviter de devoir arrêter justement en plein milieu de la compétition ou de diminuer nos performances. Fait que c'est de trouver les bonnes adaptations. C'est en quelque sorte, quand je regarde ce qu'on mentionne, c'est d'essayer d'éviter les turbulences ou d'éviter les éléments qui pourraient justement venir nuire à notre concentration, que ce soit la fatigue, que ce soit des douleurs, que ce soit des lacunes nutritionnelles, pour qu'on ait le focus pour nous permettre de jouer avec précision au niveau de nos lancers. Tu parles, Laurie, de communication comme étant probablement l'élément le plus important après la technique au niveau du curling. Tu agis comme skip, hein, comme capitaine de l'équipe, si je me souviens bien, c'est bien le terme du capitaine de l'équipe. Tu mentionnais tantôt ton père et ton entraîneur, ta sœur fait partie de l'équipe. Comment est-ce que, comme capitaine, on gère peut-être cette pression-là ou cette réalité supplémentaire-là d'avoir des liens familiaux à l'intérieur, de l'équipe? Bien, c'est sûr que pour une personne qui n'est pas habituée, c'est difficile. Moi, je dirais pas le contraire. C'est sûr qu'avoir son père comme coach puis avoir sa sœur dans l'équipe, ça met une pression supplémentaire parce que veux pas, en rentrant chez toi, c'est avec eux que tu es, là. Donc, tu sais, c'est sûr qu'en compétition, justement, il y a une pression qui se rajoute là-dessus. Pour ma part, moi, c'est sûr qu'on se donne des petits trucs. Je sais comment parler à ma sœur, je sais comment ne pas lui parler, je sais comment justement communiquer avec mon père, je sais qu'est-ce qu'il va me dire. S'il me le dit de telle façon, c'est pas qu'il veut mal faire. Fait que, tu sais, on se connaît quand même assez bien, les trois ensemble. C'est sûr que quand c'est rendu sur la glace, c'est mon coach, puis elle, c'est une de mes coéquipières. C'est plus rendu ma sœur. C'est sûr qu'on s'adapte un peu, là. C'est sûr qu'en arrière-pensée, t'as que c'est ta sœur. Mais moi,
j'essaie de focusser sur que c'est ma joueuse, c'est mon coach. Puis si j'ai quelque chose à lui dire, je vais quand même aller lui dire. Si on a un problème de communication, on va s'en parler. C'est la même chose avec mon père. Donc, c'est vraiment comme une cassure, une brisure qui se fait quand on met nos souliers ou on embarque sur la glace, on devient des joueurs, des joueuses et un coach et non pas, on perd un peu le lien familial qui existait dans le vestiaire. Oui, c'est exactement ça. Dans le fond, des fois, même à la maison, ça l'arrive. Là, des fois, justement, mon père ou mon coach me dit, bon, ben maintenant, OK, c'est le coach qui parle. Fait que là, je te parle pas en tant que fille, je te parle en tant que mon capitaine, donc je veux que tu me répondes. Fait que là, OK, c'est correct. Fait que là, il met son chapeau de coach, puis après ça, il l'enlève, puis on continue à parler d'autres choses. J'imagine ce qui peut avoir aidé, justement, c'est qu'en ayant baigné très jeune dans cette dynamique-là, autant j'imagine aussi que ta sœur, tu dis, j'ai dormi sur les bancs ici, j'ai vécu dans un club de curling. Ça peut être aussi peut-être quelque chose qui facilite cette gestion-là. Ça a toujours été quelque chose que tu es connu chez vous? Oui, bien dans le fond, c'est sûr qu'on parle, on parle pas mal juste de ça à la maison. C'est pas un sujet qui passe comme ci, comme ça. C'est pas mal principalement de ça qu'on parle à la maison. Des compétitions, c'est sûr qu'il y a beaucoup de paperasse aussi à faire, justement, avec les commanditaires et tout ça. Mais c'est sûr que c'est plus facile parce qu'on a vécu là-dedans. Moi, quand j'ai des amis qui viennent à la maison, mon Dieu, vous parlez bien de curling. Moi, je m'en rends plus compte. On s'en rend plus compte parce que, justement, on en parle tellement souvent que ça passe inaperçu. Là. Nous autres, ça fait partie de notre quotidien. Comme une deuxième nature chez vous, dans la famille Saint-Georges, on parle de curling. Non, c'est ça. En plus, c'est ça, la famille Saint-Georges, c'est la famille qui joue au curling. Tout le monde le sait, puis c'est ça, c'est bien amusant. Bon. Laurie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, en début d'année 2016? Est-ce qu'il y a des grosses compétitions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Bien, justement, on a gagné le tournoi provincial U21 pour se rendre au national junior qui va se dérouler justement dans bientôt, là, fin janvier. Puis on est super contente, on a hâte d'y aller. Dans le fond, moi, ce que j'aimerais, c'est nous autres, on se vise des objectifs parce que sans objectif, tu peux pas aller loin. Fait qu'on aimerait ça viser le top 4. On serait super contente, on aimerait ça bien représenter le Québec puis vous faire honneur. Écoute, je te remercie de ton temps, je te le souhaite, toi, ton équipe, puis je te souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Donc, on voit quand même, Thierry, au niveau de la relation familiale, la présence de ce sport-là dans l'histoire. Laurie est entraînée par son père, sa sœur fait partie de l'équipe. Donc, ils ont été en mesure, je pense, pour les avoir côtoyés, les avoir rencontrés, de bien baliser cette relation-là, puis de se développer une façon de faire à l'intérieur, pour y trouver chacun son compte, puis une façon, un environnement sain à pratiquer ce sport-là. Mais j'imagine que ça peut avoir un impact, justement, d'avoir une présence comme un entraîneur qui est un membre de la famille ou un frère ou une sœur qui est un membre d'une équipe pour que ce soit dans un processus de réadaptation pour mieux peut-être gérer une blessure. J'imagine que ça peut venir jouer aussi. C'est sûr que d'avoir de la famille, frères, sœurs, parents comme coach, joueurs dans la même équipe, ça peut amener de la pression. Passer tout le temps avec eux à la maison, à l'entraînement, pendant les parties. Ça vient jouer un peu dans la concentration, la façon dont on va agir aussi par rapport à ça. Mais il y a des bonnes choses ici par rapport à ça, que ce soit côté blessure, par exemple, si on a des exercices à faire qu'on est un peu moins motivé, là, le parent ou le frère peut faire des petits commentaires, bien, je vais t'aider à faire des exercices, je vais les faire avec toi, on va s'organiser pour que ça fonctionne aussi côté entraînement. C'est souvent plus facile à organiser côté transport. Fait qu'il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Il suffit de prendre les bonnes choses puis d'évoluer par rapport à ça, de développer ces points positifs-là, d'essayer de pallier à ceux qui sont un peu plus négatifs, puis de se séparer aussi de... Oui, puis comme Laurie le mentionnait, je pense que la clé, c'est la communication, en quelque sorte, que ce soit à l'intérieur des membres de la même famille ou à l'intérieur avec les différents experts qui sont interpellés à interagir. J'imagine que toi aussi, tu vas avoir un gain important s'il y a un support familial qui est présent, qui est sain, qui est positif dans cette perspective-là pour amener les jeunes à un niveau de performance plus élevé ou à une préparation physique plus complète. Bien oui, tout à fait. Comme le disait Thierry, c'est l'encouragement. Tu sais, quand ça nous tente un petit peu moins. « Ah, let's go, t'es capable, on y va. » Donc ça, c'est présent. Mais il y a un point qui est vraiment important aussi, c'est de discuter parce que souvent, l'entraîneur va être présent dans les séances de préparation physique, donc l'entraîneur, le père, en l'occurrence. Donc, d'établir comment on veut fonctionner puis que l'équipe partage leur structure de balise par rapport à cet élément-là. C'est important aussi de le savoir pour moi comme intervenante parce que je vais les voir quand même assez souvent. Puis pour s'assurer de ne pas
des fois intervenir d'une mauvaise façon qui pourrait créer des problématiques. Ça Ouais, peut arriver. exactement. Donc, encore là, comme Laurie, la communication est importante, de justement discuter de ces balises-là. Puis, dans la réalité où elle le mentionne même, ils sont nés dans un club de curling. Je pense qu'ils ont été en mesure de justement bien mettre les balises, bien définir ce qui en quelque sorte, c'est toi comme expert, c'est de valider à l'intérieur de l'équipe ou en collaboration avec l'équipe, OK, comment je peux, moi, m'intégrer dans cette dynamique-là, qui est déjà là, exactement, pour permettre aux gens de progresser. La famille, on est ce que l'on mange, en quelque part. Oui, c'est ça. La famille, l'alimentation, c'est un complément les deux ensemble. Donc, si des gens partant, comme Marie disait, il y a déjà des bonnes habitudes qui sont créées auprès de la famille parce qu'ils connaissent déjà le sport. Donc, ça peut nous aider dans un sens parce qu'ils connaissent déjà l'impact de l'alimentation sur le sport parce qu'ils l'ont déjà fait. Donc, ça peut aider. Mais c'est sûr que quand on parle d'alimentation, la famille est toujours impliquée, que ce soit dans le sport de curling ou autre, parce que la plupart du temps, ça va influencer la famille parce que les achats des aliments ne seront pas les mêmes. Donc ça peut être intéressant parce que en plus de ça, on parle d'un père qui est entraîneur, donc il peut aussi propager la bonne nouvelle, que je pourrais dire, des aliments qui sont intéressants à prendre durant son sport. Donc, oui, puis être présent, justement, on parle souvent de la réalité des voyages ou d'être à l'extérieur de la maison, justement, donc d'avoir un certain contrôle, du moins de voir un aperçu, de dire, ben, OK, de bien manager, de bien gérer les heures de repas, ce qui est mangé au repas, ces choses-là. Donc, ça permet d'avoir un lien direct avec ces athlètes. Oui, de faire partie de la planification. Puis on appelle ça des marrains, des parrains d'équipe, donc qui peuvent aider le jeune à faire des bonnes choses, juste à l'épicerie, par exemple. Donc, dire, OK, ça serait meilleur que ça, parce qu'on l'a vu avec la nutritionniste durant nos rencontres. Donc, oui. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est vraiment la réalité de dire, OK, si je sors de mon environnement familial qui me permet de m'encadrer, mais à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes solutions? C'est quoi mon offre alimentaire? Donc, il faut bien gérer ça. Puis si on a un entraîneur, peut-être qui est membre de la famille, sa suggestion peut peut-être un peu mieux passer de cette nature-là. Mais donc, on voit, tu sais, des fois, on entend parler comme quoi l'environnement familial peut être nocif, mais je pense que, comme le mentionnait Laurie, l'élément important, c'est la communication. Si tout le monde se met sur la même page, on y arrive, puis on amène à mieux progresser à l'intérieur du sport. Je tiens à remercier notre invité Laurie Saint-Georges pour sa présence et sa participation à cette émission. De même que mes collaborateurs Thierry, Maryse, Anne-Marie, toujours intéressant puis inspirant de voir justement vos réalités puis avoir vos opinions sur les différentes réalités que nos jeunes nous amènent, nous proposent ici. Vous désirez revoir l'entrevue ou encore réécouter certaines parties de l'émission? Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de la Télévision de Laval. Ainsi, vous aurez accès à toutes nos archives et vous pourrez réécouter les émissions que vous souhaitez. Encore mieux, vous voulez interagir avec nous? Suivez notre fil Twitter @Sport9Laval et posez votre question directement à l'un de nos experts en utilisant les mots-clés « Question pour un expert ». Encore une fois, au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous invite à un autre rendez-vous sportif à la semaine prochaine.